La promesse que je vous fais dans cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous serez capable, premièrement, de comprendre la différence entre les trois différents seuils qu'on a en audit. Donc, seuil de signification, seuil de planification, seuil de remontée des ajustements. Vous allez savoir comment est-ce qu'on les calcule, comment est-ce qu'on les utilise et puis surtout, quelle est la conséquence finalement sur un audit financier d'erreurs qui dépassent ou pas certains de ces seuils-là. Pour commencer un audit, en fait, on a besoin de la balance générale parce qu'en fait, c'est à partir de la balance générale que le client détermine ses états financiers. On rappelle que le but de l'audit financier, c'est de certifier justement les états financiers qui sont composés de la balance et du compte de résultat. Alors, quand vous allez commencer un audit, la première chose que vous allez recevoir pour commencer l'audit justement, c'est ce fichier Excel, ni plus ni moins qu'une balance générale. La balance générale, c'est la synthèse de l'année et de l'année précédente des comptes de l'entreprise. À partir de la balance générale, on classe ces différents comptes pour obtenir les états financiers qui ressemblent à ça, donc bilan et compte de résultats. L'idée, c'est quoi? C'est que maintenant qu'on a les états financiers, quels sont les comptes que je vais investiguer, sur quel compte je vais me concentrer et sur quel compte je vais décider de passer plus vite parce que j'estime que les montants ne sont pas suffisamment importants pour impacter une personne qui lirait les états financiers. Donc avant même de commencer les travaux, avant même de toucher à quoi que ce soit, la première chose qu'on fait en audit financier dès qu'on a la balance générale, c'est de calculer les seuils. Il y a 3 seuils. On va commencer par le plus important, le seuil de signification. En quelques mots, c'est quoi? C'est un seuil qui vous permet de savoir si les erreurs que vous avez identifiées sont trop importantes pour que vous puissiez signer les comptes. Est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas? La réponse est le seuil de signification. L'idée, c'est que quand on fait un audit, voilà, on va repérer plein d'erreurs. Des erreurs à 10 € parce que on a un comptable qui a décidé de cacher 10 €, qui a fait une petite erreur, voilà, elle a mis 10 € de côté. On a des erreurs à 1000 €, on a des erreurs à 100 000 €, on a des erreurs parfois à 2 millions d'euros. Et toutes ces erreurs-là, pour savoir comment est-ce qu'on va les traiter, on va devoir les comparer aux seuils de signification. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, une erreur à 2 millions d'euros, on va jamais la laisser passer. Si vous auditez une boîte qui fait des dizaines et des dizaines de milliards, parfois 2 millions d'euros, ça peut être non significatif. Le seuil de signification, comme pour tous les seuils, pour le calculer, on a besoin de 2 éléments. Le premier, c'est une base. Le second, c'est un taux. Vous allez voir, ça va couler, c'est très simple. La base, c'est une rubrique des états financiers. Je m'explique. Là, par exemple, on a le bilan, le compte de résultat, et vous voyez stock, client, disponibilité, caisse, capital. Tout ça, ce sont des rubriques des états financiers qu'on appelle aussi des agrégats. Et en fait, pour calculer votre seuil de signification, vous allez vous demander quelle est l'activité de mon entreprise et vous allez choisir l'agrégat le plus pertinent. Demain, vous auditez des taxis, une boîte qui détient plein de véhicules, une flotte de véhicules impressionnante. Et du coup, vous vous dites que les voitures, vous allez réfléchir où est-ce que ça tombe dans les états financiers. Est-ce que c'est dans le bilan, le compte de résultat? Vous savez que, voilà, avec un peu d'expérience, parce que voilà, vous n'êtes pas nouveau en audit, et c'est pour ça aussi qu'on confie souvent le calcul des seuils au senior, parce que c'est lui qui a la meilleure vision sur le dossier et que les seuils, c'est hyper critique. Vous savez qu'une voiture, ça tombe dans les immobilisations corporelles, et du coup, vous vous dites, ça va être ça mon agrégat pour le taxi. Maintenant, demain, vous auditez une autre entreprise, par exemple, une boîte, une holding. Une holding, c'est quoi? C'est une entité mère qui détient plein de titres de filiales, donc des filles, et du coup, vous savez, vous, en tant qu'auditeur, que les titres financiers, ce sont des choses qui tombent aussi dans les immobilisations, mais cette fois-ci dans les immobilisations financières. Donc vous retenez les immobilisations financières comme agrégat. Maintenant, la plupart des boîtes, leur seul focus, c'est vraiment le chiffre d'affaires, c'est de vendre. Les boîtes de distribution, les boîtes de cosmétiques, constructeurs automobiles aussi, ils sont là pour vendre. Vous choisissez le chiffre d'affaires comme agrégat quand c'est comme ça, et dans 80% des cas, pour être honnête, c'est le chiffre d'affaires qu'on choisit comme agrégat. Donc vous avez votre premier élément qui est l'agrégat. Seuil de signification, agrégat, on retient chiffre d'affaires. Donc on prend le chiffre d'affaires tel que ça apparaît dans le compte de résultat, donc ce sont les ventes. On prend 9005 comme agrégat. Maintenant, on va se poser la question du taux. Le taux, c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir inventer. Quand vous êtes en cabinet, chaque cabinet a sa propre méthodologie et vous allez avoir un site qui va vous dire, voilà, pour auditer, tu fais ci, tu fais ça. Et en l'occurrence, il va vous préciser que si tu décides d'auditer en utilisant comme agrégat le chiffre d'affaires, alors tu vas devoir retenir en taux entre, je sais pas, 20 et 40%. Souvent, en fait, votre méthodologie va vous pousser à choisir une tranche. Ensuite, ce
sera au responsable du dossier de savoir si on va retenir une tranche favorable, donc une tranche haute, ou une tranche défavorable, donc une tranche basse. Les seuils, c'est particulier. Il faut comprendre le raisonnement parce que l'idée, c'est que plus vos seuils sont faibles et plus vous allez devoir faire de travaux. Si vous avez par exemple un seuil de signification à 100 000 euros, ça veut dire qu'une erreur de 150 000 euros, boum, c'est suffisant pour que vous refusiez de signer. Alors que si vous avez un seuil à 1 million d'euros, la petite erreur de 150 000 euros, tout de suite, elle prend moins d'importance. Donc c'est pour ça que dans la tranche, plus la tranche est haute et plus c'est favorable en fait pour votre audit financier, moins vous allez travailler. J'aime bien dire à chaque fois qu'on audite, on est fainéant, qu'il faut jamais faire du sur-audit. Donc quand vous avez quelque chose qui n'est pas significatif, profitez-en, ça vous évitera des nocturnes et personne ne va s'en plaindre. Donc là, on prend l'exemple. Vous avez compris que le taux, on va mettre entre 20 et 40%. Donc on a dit que le taux, il va être entre 20 et 40%. Donc nous, on va prendre 30% comme taux. Et donc là, vous avez votre seuil de signification qui va être 9005 fois 30%. Et souvent, on l'arrondit pour des raisons pratiques. Donc on va prendre 2500 euros comme taux. Dans cette vidéo, comprenez bien que j'essaie de vulgariser au maximum les concepts. Maintenant, si vous êtes dans le cas où par exemple vous avez un entretien à passer et que vous souhaitez bien comprendre les seuils de A à Z, je vous ai mis en description un lien. C'est un peu une anti-sèche pour vos entretiens qui vous permettra de comprendre dans le détail les seuils et de comprendre quelques cas un peu spécifiques. Là, par exemple, on aborde le cas où on a une erreur et puis on la compare au seuil de signification. C'est assez simple. Du coup, vous vous demandez peut-être aussi dans ce cas si vous repérez plein de petites erreurs qui ne sont pas individuellement significatives, comment est-ce que ça va impacter notre audit? Si on a plein d'erreurs, si on a 10 erreurs à 100 000 euros, est-ce qu'on va signer ou pas? Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, en fait, on va ensemble dérouler un exemple concret et vous allez voir comment est-ce qu'on traite en fait ce genre de cas à la fin de la vidéo. On revient aux états financiers. Là, on a un petit problème. On a calculé le seuil de signification, mais on va devoir commencer l'audit. Vous avez les états financiers qui ressemblent à ça. Est-ce que vous allez auditer tous les agrégats ou est-ce que vous allez vous concentrer uniquement sur certains agrégats? Et si oui, quels agrégats vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez auditer? C'est à ces questions que le seuil de planification répond. Le seuil de planification, c'est simplement un seuil qui vous dira est-ce que l'agrégat charge financière qui est à 500 euros, on va décider de l'inclure dans notre audit ou pas? Est-ce que l'agrégat qui est à 3000 euros, on va l'auditer de la même façon qu'un autre agrégat? En fait, le seuil de planification, il va simplement vous dire agrégat par agrégat, est-ce que ce compte-là, cette classe de transaction-là, elle est significative ou pas? Pour calculer le seuil de planification, pareil, on va devoir utiliser une base et un taux. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de maintenant qu'on a calculé le seuil de signification, pour tous les autres seuils, donc pour les deux seuils qui restent, la base, ce sera toujours le seuil de signification. Donc pour le seuil de planification, à partir de là, pour le seuil de planification, on prend comme base notre seuil de signification. On lui applique un pourcentage qui sera une fois aussi ici un pourcentage qui sera donné par la maison, qui sera une tranche que vous allez devoir ajuster. Maintenant qu'on a la base, il va falloir réfléchir au taux. Là, le taux, c'est pareil, c'est donné par le cabinet, mais il y a quelque chose qui est important de comprendre. C'est que quand on fait l'audit financier, on a différentes phases. On a la phase de finale qu'on est en train de voir. En gros, c'est la phase quand la comptabilité est prête, qui commence par la réception de la balance générale. Mais avant la phase de finale, vous avez une phase qu'on appelle intérimaire. C'est pour ça que j'aime bien parfois expliquer que l'audit financier, c'est 30% d'audit interne, donc c'est la phase intérimaire, et 70% d'audit financier comptable plus chiffré. Et là, c'est la phase qu'on est en train de voir, la phase vraiment de finale quand les comptes sont terminés. Pendant la phase intérimaire, où vous faites un peu une sorte d'audit interne, vous auditez les processus de l'entreprise. Et l'idée, c'est que en fonction de votre audit, en fonction de ce que vous avez identifié, vous allez estimer que l'activité de l'entreprise est plus ou moins risquée. Et c'est votre estimation, c'est notamment cette phase intérimaire qui vous permet de déterminer quel est le taux le plus approprié à retenir pour le seuil de planification. Le seuil de planification, donc on retient par exemple un taux. Pour notre cas, on va retenir par exemple le taux de 80%. Et du coup, ça nous fait un seuil de planification à 2000 euros. Et donc, la prochaine étape, une fois qu'on a ça, c'est de revenir en fait sur nos états financiers. Si on parle de planification, c'est parce qu'en fait, c'est en fonction de ce seuil-là qu'on va effectuer un programme de travail. On va savoir quel compte on va regarder, quel compte on va ignorer, etc. Et du coup, pour planifier, c'est simple, on retourne sur les états financiers et on met en évidence quels sont les agrégats qui dépassent notre seuil de planification et quels sont ceux qui sont inférieurs. Et là, j'aime bien, du coup, je vais vous introduire un peu
un terme que j'aime bien parce que les seuils sont vraiment là pour nous protéger, en fait. Si on n'avait pas de seuil, ça voudrait dire qu'on ferait un audit à 100% et qu'on finirait tous les soirs à 3h du matin. Donc maintenant qu'on a nos seuils, il y a un terme qu'on aime bien utiliser en audit, c'est dire « Ah tiens, ça c'est NS ». Souvent, ce qui se passe, c'est que je vais vous dire la vérité. Souvent, quand on commence l'audit, les stagiaires ou les juniors, ils viennent nous voir, ils viennent voir les seniors en expliquant « Tiens, j'ai relevé une erreur de 2000 €. » Ils sont fiers d'eux. Ils ont l'impression qu'ils ont découvert un truc de ouf. Et nous, en tant que senior, notre rôle, c'est de nous dire, bah, écoute mec, ça, désolé, mais ça c'est NS. Ça c'est non significatif. Allez, mets ça de côté, quoi. Ça, c'est NS. Ce que je veux faire comprendre aussi à ce niveau-là, c'est que quand vous allez commencer à travailler en cabinet d'audit, essayez vraiment de toujours garder en esprit, quand on a un audit, il faut toujours essayer de garder en tête, en fait, la notion de significativité, de risque, parce qu'il y a forcément plein d'erreurs que vous allez voir. C'est normal. Mais toutes les erreurs ne sont pas à apprécier de la même façon. Quand on commence, quand on est junior, le plus gros reproche qu'on va avoir, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à votre testing et de toujours vous demander, est-ce que ce que j'ai découvert, est-ce que ce que je fais, c'est important au regard des seuils. Donc gardez toujours à l'esprit les seuils, et moi je vous recommande vivement de vous les noter quelque part sur vos dossiers, parce que moi parfois ça m'arrive en fait de travailler sur quelque chose, de demander à mon junior, tiens, est-ce que ce qu'il a repéré c'est significatif ou pas, il n'est pas capable de me répondre. En gros, le senior il est vraiment attentif aux seuils, et si vous montrez que vous connaissez les seuils par cœur, ça montre que vous prenez du recul en fait sur vos travaux. Donc maintenant on fait ce travail-là, on a trouvé que notre seuil de planification était à 2000 €, donc on va mettre en forme, on va mettre en évidence nos états financiers. Donc par exemple, on va mettre en rouge tous les agrégats qui dépassent notre seuil, et on va mettre en vert tous les agrégats qui sont inférieurs à notre seuil. Donc on fait ça pour chacun des postes, et à la fin, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Tout ce qui dépasse 2000, c'est en rouge, et tout ce qui est inférieur, c'est en vert. Maintenant, on va plus loin. On a calculé notre seuil de planification. Pour auditer, par exemple, les achats, c'est assez simple. On nous dit qu'on a 3000 € d'achat. Pour auditer les 3000 € d'achat, on va récupérer un pourcentage des achats, ça peut être par exemple 20%. Donc, on va récupérer 600 € d'achat, et pour les 600 € d'achat, on va vérifier que ce qu'on a sur la facture en PDF, ça correspond à ce qu'on a comptabilisé. Ça, c'est un audit classique des achats. Maintenant, imaginez que vous récupérez parmi ces 600 €, vous récupérez une facture de 50 €. Sur cette facture de 50 €, vous relevez une erreur de 15 €. Est-ce que cette erreur-là, elle est significative ou pas selon vous? On rappelle, on a le seuil de signification qui nous permet de savoir si une erreur est significative. On a le seuil de signification qui nous permet de savoir si on signe ou pas, au niveau global. On a le seuil de planification qui nous permet de savoir quels sont les agrégats qu'on va regarder. Et le seuil qui nous montre pour répondre à la question de savoir si les 15 € sont significatifs ou pas, c'est le seuil de remontée des ajustements. Donc vraiment, le seuil de remontée des ajustements, c'est le seuil qu'on utilise quand on a lancé un test et qu'on relève une erreur. Pour le calculer, vous l'aurez compris, la base, ça restera le seuil de signification. Donc on reprend les 2500 €. Le taux, pareil, c'est un taux qui sera donné par la maison. Donc on va prendre 5% par exemple. Et du coup, votre seuil de remontée des ajustements, ça va être 125 €. Maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on parle de la fin de l'audit et de notre conclusion. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'approfondir votre formation en audit financier, que ce soit pour un entretien ou parce que du coup vous commencez en tant que junior et que vous rencontrez des difficultés pour comprendre certains aspects comme les seuils, les types d'opinions, la méthodologie de votre cabinet, comprendre la logique de certains aspects comptables comme les factures non parvenues, les tests par exemple sur les différents cycles, ou si vous n'arrivez pas à comprendre la différence entre la revue limitée et revue semestrielle, tout ça, c'est tout ça qu'on aborde en fait en cabinet, que c'est un peu vague pour vous, vous souhaitez vraiment approfondir sur ces aspects-là de manière beaucoup plus technique, mais tout en restant compréhensible et pédagogue comme je le fais dans cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description, puisque ça vous renvoie justement vers un learning très technique sur l'audit financier qui vous permettra de maîtriser tout ce que vous devez savoir pour le poste de junior 1 et junior 2 en cabinet en audit financier. Maintenant qu'on a abordé les différents seuils, vous maîtrisez les 3 différents seuils, on va voir de manière concrète comment est-ce qu'on va faire
pour les utiliser en fonction des cas qui se présentent à nous. On rappelle, on a le seuil de signification qui est à 2500 €, le seuil de planif qui est à 2000 et le SRA qui est à 125 €. Donc là, ce qu'on prépare ensemble, c'est la synthèse des ajustements qu'on a identifiés en audit. On appelle ça le SAD, donc le Summary of Audit Deficiencies. Donc l'idée, c'est que ici, dans ce document-là, on liste toutes les erreurs qu'on a identifiées, tout en nous rappelant nos 3 différents seuils: 2005 pour le seuil de signification, 2000 pour le seuil de planification et 125 € pour le SRA. Donc là, imaginons qu'on a fait un test sur les ventes de marchandises. La conséquence, on voit que c'est inférieur à notre seuil de remontée des ajustements. Donc, on sait déjà que c'est non significatif. NS car inférieur à notre SRA. On a notre prochaine erreur, achat et charge, 8 €. C'est pareil, c'est NS, on met en vert. Maintenant, on a fait un testing sur les salaires, donc la rémunération du personnel, où on voit qu'on a 500 € d'erreur. Donc là, on ne peut pas dire que c'est NS parce que ça dépasse notre seuil de remontée des ajustements. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est 500 €, donc c'est supérieur à notre SRA. Mais par contre, on ne va pas refuser de signer pour 500 € parce que notre seuil de signification, c'est de 2500 €. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Alors là, c'est là qu'en audit, on a un document qu'on adore et qui nous sauve un peu dans beaucoup de cas. On demande au client, à la fin de chaque audit, de signer un document qui s'appelle la lettre d'affirmation. Je simplifie, mais dans le détail, c'est un document où le client nous dit « Écoutez, on a été honnête avec vous, on ne vous a rien caché, et puis on a pris connaissance des erreurs que vous avez identifiées qui sont inférieures au seuil de signification, mais supérieures au seuil de remontée des ajustements. » En fait, le SRA, c'est vraiment un seuil où on dit qu'on a une erreur et qu'on demande au client de le corriger. Si le client corrige l'erreur, c'est bon. L'erreur n'a plus lieu d'être, on s'en préoccupe pas. Même si c'est une erreur à plusieurs millions d'euros, voilà, on fait nos investigations, on essaie de voir d'où ça vient, on essaie de voir si l'erreur elle est cantonnée à un petit détail ou est-ce que ça concerne plein de choses où ça a plusieurs conséquences. Mais bref, dans l'ensemble, si c'est corrigé, tant mieux. Si c'est pas corrigé, on demande au client de nous faire signer sa lettre d'affirmation. Donc la lettre d'affirmation, c'est un document que le client signe systématiquement. Mais par contre, si on a des erreurs dans ce cas-là, on demande au client, enfin nous dans la lettre d'affirmation, le client va rajouter les erreurs qu'on a identifiées, il va nous la renvoyer signée. Dans le cas de ces 2 erreurs à 500 €, ce seront des erreurs qui sont supérieures au SRA mais inférieures au SS. Donc voilà, pour ces 2 erreurs-là, ça ne nous empêchera pas de signer, mais par contre, c'est des erreurs qui doivent apparaître dans la lettre d'affirmation, autrement dit, la LAF. Maintenant, on est dans le cas où on a une erreur sur le capital qui repose sur 2000 €. C'est une erreur qui est supérieure à notre SRA, et vous voyez que l'erreur, elle est pile au niveau du seuil de planification. Donc là, on pourra même mettre 2500 €, c'est pareil. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce soit inférieur ou supérieur au seuil de planification n'a aucune conséquence. Parce que le seuil de planification, son seul intérêt, c'est de nous permettre de savoir quels sont les agrégats qu'on va auditer. Donc là, en fait, le fait que ce soit une erreur qui dépasse les 2000 €, peu importe, ce sera aussi une erreur à mettre dans la LAF. Et là, on arrive au cas parfait où beaucoup de gens se trompent en audit. Là, on pourrait se dire, ok, on a remonté toutes ces erreurs dans la LAF, et quoi? C'est bon pour nous, on signe? Non, parce que le seuil de signification, c'est vraiment le seuil de signification de toutes les erreurs identifiées. C'est pas uniquement le seuil de signification pour une seule erreur. Du coup, là, en totalité, nos erreurs s'élèvent à 3500 €, et c'est pour ça qu'on a une erreur qui est trop importante pour qu'on puisse signer sans réfléchir. Là, on arrive dans le cas où on va devoir présenter ça à l'associé et puis décider quelle va être la conclusion d'audit qu'on va apporter. Pour vous expliquer, c'est pas le but de la vidéo, mais n'hésitez pas à me faire savoir d'ailleurs si vous avez des sujets de vidéo que vous souhaitez qu'on aborde. Mais l'idée, c'est que on a 3 types de certification, soit on certifie sans réserve, en gros
pas de problème, on n'a rien relevé d'anormal, donc on certifie sans réserve. C'est l'exemple des certifications qu'on a vu plus tôt sur Tesla et les autres entités. Soit on certifie avec réserve, donc on certifie les comptes, mais on apporte l'attention du lecteur en lui disant tiens, on a vu quelque chose qui nous paraissait un peu bizarre, c'était pas assez bizarre pour qu'on refuse de certifier, mais par contre on attire quand même votre attention. Ou soit on refuse de certifier. Donc dans le cas présent, il faudra forcément qu'on soit dans le cas de certifier avec réserve ou refuser de certifier. Ce qui permettra de savoir si on refuse de certifier ou si on certifie avec réserve, c'est la nature de l'erreur. Il faut juste que vous compreniez qu'en audit, il y a différents types d'erreurs. Il y a des erreurs qu'on appelle des erreurs factuelles. C'est le cas par exemple des achats, c'est des erreurs sur lesquelles on n'a aucun doute. On a une facture, on a une comptabilisation, les deux ne sont pas équivalents, on sait qu'il n'y a pas de place pour l'interprétation, donc c'est une erreur factuelle. L'une des erreurs typiques, c'est par exemple, votre client, il est en procès avec une contrepartie. Les clients estiment qu'il a 30% de chance de devoir payer une somme, par exemple 1 million d'euros, à la contrepartie, et du coup il provisionne 300 000 euros. Vous comprenez bien que les 30%, ils sont soumis à interprétation. C'est lui qui décide qu'il a 30%. C'est pas le juge qui dit que vous avez 30% de gagner ou de perdre. C'est lié à son jugement. C'est peut-être son avocat qui lui a dit que c'était 30%. Maintenant, nous, si on décide de faire appel à notre propre service et qu'on reperforme ces estimations et qu'on tombe par exemple sur une chance de perdre de 50%, c'est plus de 300 000 euros qu'ils vont devoir comptabiliser. C'est 500 000 euros de provision. Et c'est dans ce genre de cas, on peut lier à interprétation, qu'on peut, même si une erreur est vraiment significative au regard du seuil de signification, qu'on peut décider de certifier, mais avec des réserves. Dans cette vidéo, on a pris l'exemple uniquement des seuils, avec un exemple concret. Si vous souhaitez comprendre l'audit financier de manière plus globale, et pas que sur les seuils, mais vraiment étape par étape, je vous mets une vidéo où je vous explique de A à Z, en partant de la balance générale jusqu'au rapport, le processus en audit financier. Et moi, je vous dis à très vite sur comptafn.com. Salut!